Au tout début, tu as eu une relation qui était géniale, c'était waouh. Tu t'es dit, ça y est, j'ai enfin rencontré mon double, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui voit à quel point je suis spécial, différent. Et tu as eu l'impression de reconnaître en lui des choses que tu as vécues toi-même. Tu t'es senti compris comme jamais, tu t'es senti écouté, tu t'es senti spécial, tu t'es senti enfin toi-même. Et tu as eu vraiment cette impression de rencontrer la personne que tu as attendue pendant si longtemps. Cette personne était différente des autres. Il t'a dit très tôt des choses comme « Je n'ai jamais parlé comme ça à quelqu'un, je me suis jamais autant livré ». Il t'a dit « Je t'ai attendu pendant des années et t'es enfin là aujourd'hui ». Et cette relation t'a fait un bien fou. Tu te levais le matin, c'est comme si tu planais sur la surface du parquet ou du carrelage. Tu avais des petits papillons dans le ventre. Tu étais fier d'avoir autant attendu, peut-être aussi autant galéré dans toute ta vie avant de rencontrer quelqu'un comme ça. Et ton cerveau s'est dit, je suis enfin en sécurité. Je suis enfin exclusif aux yeux de quelqu'un. C'est intense et donc c'est de l'amour profond. C'était malheureusement pas ce qui s'est passé. Parce que la relation a basculé. Tout d'un coup, cette personne, homme ou femme, est devenue froide. Il y a eu un détachement. Tu as eu des critiques. Et ces critiques n'avaient même pas de sens par rapport à ce que tu vivais précédemment. On vivait une idylle, c'était génial. Comment est-ce que cette personne, tout à coup, peut se mettre à me critiquer, à me dévaloriser? Et tu t'es dit qu'il y avait forcément une incompréhension, qu'on avait dû louper quelque chose. On ne peut pas passer humainement d'une relation aussi chouette à quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui. Et alors, tu as repris les messages un à un, les SMS. Tu as repris les discussions dans ta tête. Tu as tout rejoué. À quel moment j'ai bien pu me tromper? J'ai bien pu dire quelque chose qui n'allait pas? Je dois sauver ça. C'est forcément une incompréhension. À ce moment dans la relation amoureuse, il y a un glissement. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu n'avais plus en face de toi un adulte responsable, tu n'avais pas ton double, tu avais juste en face de toi un enfant capricieux. Et tu as compris sa douleur, parce que tu as beaucoup d'empathie. Tu as vu l'enfant blessé qu'il y avait en lui. Tu as vu peut-être aussi l'homme traumatisé. Tu as aussi vu quelqu'un qui ne savait pas faire autrement. Lorsqu'il t'a insulté pendant une dispute, lorsqu'il t'a rabaissé, lorsqu'il t'a critiqué, plutôt que de penser « c'est inacceptable, on ne me traite pas comme ça », tu as pensé autre chose. Tu t'es dit « il réagit comme ça parce qu'il a souffert étant jeune ». Et on arrive dans ce qui s'appelle le piège de l'enfant intérieur. Cette personne a su t'attendrir avec ses histoires d'enfance, douloureuses, avec son sentiment d'abandon. Tu as vu la fragilité en lui. Et lorsqu'un adulte responsable s'énerve, on peut avoir peur. Mais lorsque c'est un enfant qui s'énerve, on n'a pas peur. On accepte. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est que quelqu'un qui a souffert et qui a besoin de réconfort aujourd'hui. Peut-être qu'il a eu des parents toxiques. Peut-être qu'il a eu des ex-compagnes ou des ex-copains qui étaient traumatiques. Et dans ce glissement, t'es pas tombé amoureuse ou amoureux de l'adulte, t'es tombé amoureux de l'enfant. Tu t'es dit, je ne l'abandonnerai jamais. Et ce comportement enfantin est même venu activer des choses qui sont très profondes en toi, qui sont préhistoriques. Si t'es une femme, ça a déclenché l'instinct maternel. Et si t'es un homme, c'est venu déclencher ton sentiment du sauveur, du guerrier. Tu t'es dit oui, je peux sauver cette personne. Elle a des blessures. Comme moi-même, j'ai des blessures. Comme toi, tu as des blessures. On a quasiment les mêmes blessures. Et si moi, j'ai réussi à les résoudre, alors je peux aider cet adulte enfant à résoudre ses blessures également. Tu finis par excuser, par rationaliser, par minimiser. Tes copains, tes copines te disent « fuis, pars, c'est inacceptable ». Mais tu refuses de partir. Parce que tu sais autre chose au fond de toi. Tu sais son passé. Tu sais d'où il vient. Tu connais sa fragilité. Les gens de l'extérieur ne connaissent pas cette fragilité. Et donc ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu restes dedans. Il t'ignore pendant quelques jours et quand il revient, il te dit « ça a été compliqué ». Et à ce moment-là, tu oublies la blessure. Tu es en train de le consoler. Plutôt que de t'énerver, plutôt que de remettre ta limite, tu es en train de pardonner. Dans une relation adulte, les deux donnent. Tu donnes et l'autre te donne également. Les deux sont responsables. Dans une relation parent-enfant, le parent donne tout. Le petit, l'enfant, cette petite fille, ce petit garçon, demande de plus en plus. Il est capricieux, il est exigeant. Si tu dois faire une colonne avec ce que je donne versus ce que je reçois, t'es pas du tout à l'équilibre. Tu te contentes du minimum, comme ce serait le cas avec tes enfants. Et à ce moment, ton cerveau fait un mauvais lien de cause à effet. Il se trompe. Il se dit, si jamais je donne plus, cet adulte enfant va enfin devenir adulte tout court, il se sentira en sécurité. Il va enfin
reprendre son rôle. Il m'aimera enfin. Mais la réalité est très différente. Tu vas donner sans limite dans cette relation. Tu vas te perdre dedans. Et c'est ce qui fait qu'en donnant beaucoup, tu ne reçois pas beaucoup, tu ne sécurises pas, tu montres juste que tu t'enfermes dans ce rôle de père ou de mère, que tu es acquis aujourd'hui, que quoi qu'il fasse, tu accepteras. Quand on a un enfant qui a 7 ans ou 12 ans, on n'attend pas qu'il change du jour au lendemain. On a de la patience, on a la patience d'une mère, on a la patience d'un père. Et c'est ce qui fait que ces relations peuvent durer pendant des années. Pendant des années, tu vas donner plus en espérant que l'autre change. Le sacrifice de soi est progressif, comme dans une espèce de film un peu trop long, où tu finis par t'habituer à quelque chose qui ne va pas en face de toi. Tu modifies ton comportement, tu marches sur des œufs, tu te dis, peut-être que si ce week-end, je me comporte un peu différemment, alors ça changera. Tu essayes d'analyser, tu essaies de trouver une logique là-dedans. Les 3 dernières fois quand j'ai parlé de ce sujet, il s'est énervé. Je ne vais pas en parler. Là, t'essayes, et il te reproche de ne pas en parler. Alors tu continues ton puzzle mental. Tu continues à chercher la loi, la règle, ce qui régit tout. Mais c'est un peu comme une langue qui aurait été en français au début et qui finit par devenir incompréhensible. Les mots se changent. Le sens des structures veut dire autre chose. Ton cerveau te dit de mettre plus d'amour. La réalité est très différente. Tu dois mettre plus de limites. Mais à ce moment-là, c'est pas du tout à ça que tu penses. Il t'a entraîné dans son monde imaginaire. Comme dit Sam Vaknin, dont je me suis inspiré pour cette vidéo, on parle de fantasme partagé, de shared fantasy. Il t'a créé un monde qui n'a plus de lien avec la réalité. Prends le parc Disney par exemple. Si tu rentres dans ce parc, ça ressemble à de la réalité. Il y a bel et bien des maisons, il y a bel et bien un château. Mais pour autant, les habitants qui sont des animaux, des souris, des chats avec une apparence humaine, ou ces maisons qui sont déformées, qui sont plus grandes, plus petites, plus étroites, ne sont pas réelles. Une vraie graine pour planter un arbre serait plantée dans le sol. Là, cette graine-là, elle est plantée en l'air, dans l'espace. On se base sur quelque chose qui n'a plus de réalité. Ces reproches ne sont plus corrélés à des choses vraies. Toi, tu attends son retour à la phase initiale, au mode prince-charmant, au mode princesse, ce que tu as vécu au tout début. Parce que tu te dis, si on l'a vécu une fois, c'est le signal qu'on va pouvoir le revivre d'autres fois. Si j'ai déjà réussi, ça signifie que j'ai les compétences d'y revenir. Il faut juste que je me souvienne de comment j'ai fait à l'époque pour être là-dedans. Je vais recréer les mêmes conditions et on sera heureux à nouveau. Malheureusement, tu entres dans ce qui s'appelle du renforcement intermittent. Du chaud-froid, ce qui rend extrêmement accro. Des fois, ça se passe bien, parfois c'est l'enfer. Et toutes ces relations sont faites pour échouer. C'est exactement ce qui va arriver. Bientôt. Si tu l'as déjà passé, tu sais exactement de quoi je parle. Tout d'un coup, toute cette somme d'amour, d'effort est vaine. Ça ne sert plus à rien. Ton enfant est en train de faire sa crise d'adolescence, puis est en train de devenir adulte. Il essaye de reproduire la phase de séparation et d'individuation avec sa mère. Et que tu sois un homme ou une femme, on va reparler de l'individuation et de la séparation maternelle. Il va tenter de redevenir adulte. Ce processus a échoué lorsqu'il était jeune. Il tente de le recréer aujourd'hui. Tu donnes de plus en plus d'amour, il te rejette. Encore plus qu'avant. Il tente de redevenir adulte. Malheureusement, ce processus qu'il n'a pas réussi à terminer étant petit, il n'arrivera pas non plus à le terminer étant adulte. Ton cerveau a été trompé. Il a confondu intensité avec profondeur. Il n'y avait aucune profondeur dans ce couple-là. Il n'y avait que de l'apparence. Il a confondu souffrance et amour. Il a confondu sauvetage avec connexion. Tu croyais aimer un homme, une femme? En réalité, tu étais juste en train de materner un adulte enfant. Et ça, tu l'as compris. Prends une feuille aujourd'hui. Marque d'un côté tout ce que tu as fait pour cette personne. Tout. Prends une autre colonne à côté et marque dessus tout ce que cette personne a fait pour toi. Et tu verras à quel point le décalage est gigantesque. Et c'est aussi pour ça que ce deuil est si lourd et si profond, si on réfléchit bien. Une rupture amoureuse avec une personne perverse n'a rien à voir avec une rupture classique, avec quelqu'un de sain. Une rupture, c'est déjà dur qu'on se mette d'accord, avec qui que ce soit. Là, c'est encore pire, parce que tu es en train de perdre 2 choses. La première, c'est que tu es en train de perdre un enfant par substitution. Encore une fois, que ce soit un homme ou une femme. Tu perds ton rôle de père, tu perds ton rôle de mère là-dedans. Et perdre un enfant, c'est dur. Et la deuxième chose, c'est que c'est venu activer en toi des blessures d'enfance également. Cette personne t'a confié ses blessures et tu avais des blessures similaires. Cet adolescent capricieux est venu
tapé dedans dans toutes tes failles pour faire cette transition vers le monde adulte, et c'est venu ébranler tout ton système de pensée. Et quand t'en sors, t'es lessivé. Tu sais plus le bien du mal, tu sais plus le vrai du faux. Tu sais plus où tu en es. T'as comme une espèce de brouillard mental. Et la reconstruction est compliquée, elle est longue, et elle est possible au passage. Parce que ce n'est pas que perdre quelqu'un, c'est perdre un enfant, et c'est aussi perdre toute sa structure. Comme si on était venu attaquer les fondations d'une maison. Et dans ce chemin de reconstruction, tu vas devoir repenser à qui tu es, repenser à tes limites, repenser à ta façon d'aimer l'autre. Parce que cette personne est venue bousculer toutes tes convictions humaines. Quoi que tu aies eu comme qualité, si tu avais de la patience, il est venu te montrer que la patience, on peut la détruire. Si tu avais de la gentillesse, il t'a montré que la gentillesse, on pouvait en abuser. Si tu étais généreux, il t'a montré qu'on pouvait te piller ses valeurs. Et c'est compliqué d'en sortir à la fin, intact, indemne, parce que toutes tes valeurs, toutes tes qualités ont été détruites. Et la chose que ça va t'apprendre avec le temps, avec les mois qui passent, c'est à reconstruire cette jolie vie. Et je te garantis une chose, mon ami, c'est que tu auras la vie la plus heureuse possible après ça. J'ai jamais été, pour ma part, aussi heureux de ma vie. Même avant cette relation perverse. J'ai enfin découvert, grâce à ça, où étaient mes failles, où étaient mes valeurs que parfois je prônais, mais finalement auxquelles je n'arrivais pas à mettre de limites. Ça te montre aussi que certaines valeurs sont bien dans certaines circonstances, dans certains endroits. Je me permets une petite digression à la fin de cette vidéo. Pour une fois qu'on parle un peu ensemble, je m'adresse au meilleur à ceux qui restent jusqu'au bout de mes vidéos. J'ai vu la vidéo d'un homme qui s'appelle Aldo Stéron, que j'aime beaucoup sur YouTube, qui parle parfois de finances, de vie, de société, d'expatriation, etc. Et dedans, il explique qu'il rend service, dans une vidéo qui a buzzé il y a quelque chose de ça, il explique qu'il rend service à une femme dans un train et que celle-ci se montre un peu ingrate à la fin. Et si jamais il regarde cette vidéo, ce sera avec grand plaisir d'échanger à ce sujet. Et il dit que sa conclusion, c'est qu'aujourd'hui, quand on lui demande un service, il va toujours demander à l'autre de se justifier parce que par défaut, il ne sera plus gentil, il va mettre des limites. Ça, c'est un mode de fonctionnement. Les gens, dans la vidéo, disent « Bravo, génial Aldo, moi je fais exactement pareil, j'arrête de rendre service, j'arrête d'aider. » Et qu'on se mette d'accord, j'aime bien ce message. Mais il y a des théories comme par exemple, il y a 50 ans de ça, les théories, ou un peu plus, 60 ans de ça, les théories de la relativité d'Einstein ont montré que certaines règles étaient vraies, par exemple en mathématiques, en physique, à un certain endroit. Mais qu'on pouvait aussi les englober dans d'autres règles qui étaient plus grandes. Par exemple, une pomme tombe, tu peux avoir une équation qui est assez simple, sur Terre à un endroit. Si jamais tu vas dans d'autres endroits, dans un trou noir, etc., l'équation devient beaucoup plus complexe. Et oui, ce que tu avais découvert à un endroit est vrai, mais ça s'englobe dans autre chose. Typiquement, mettre des limites en France à une forme d'abus, à se protéger parce qu'on est dans une société qui part un peu en vrille, s'isoler, c'est vrai, c'est de la protection, c'est vrai à un endroit. Cette valeur de « je me protège » est vraie ici. Maintenant, j'ai été à Oslo il y a quelques mois de ça, et j'arrive dans l'aéroport et un homme vient me voir et il commence à me parler et à m'aiguiller quelque chose. Bien évidemment, mon ami qui est proche de moi me dit « Antoine, méfie-toi, c'est sûrement un margoulin qui veut te voler de l'argent. » Pas du tout, il s'avère qu'en Norvège, les gens sont très gentils. Je me perds dans l'aéroport, il m'indique où aller. Une autre vieille dame me dit comment utiliser ma... J'ai rien demandé à personne. Les gens viennent m'aider. Et quand t'es perdu dans la rue, à Oslo, quand il t'arrive quelque chose, les gens sont toujours là. Donc oui, dans certains endroits, comme par exemple en France, ou dans certains quartiers, ou même dans la France de manière générale, méfie-toi, l'ambiance est bizarre, mais dans d'autres pays, tu peux avoir des valeurs de gentillesse, d'aide, d'entraide de l'autre, de patience, de générosité, parce que le climat est comme ça. Et ça mène à cette règle de avoir des qualités, c'est génial. Par exemple, être généreux, aiguiller quelqu'un dans un train, c'est une très bonne chose, dans plein d'endroits. Mais il y a peut-être certains pays où il faut mettre une limite à ces règles-là. J'aide les gens dans la rue, mais peut-être pas en France. Ça signifie que tu peux avoir au fond de toi de belles valeurs, de gentillesse, de partage, de dons, de donner de l'argent, des conseils, de porter des gens dans certaines circonstances. Mais dans d'autres circonstances, ça ne s'appliquera pas. Si, par exemple, prenons l'exemple de l'argent qui est le plus simple, c'est le plus facile. Admettons que tu sois un coffre-fort
ouvert. Ton corps devient un coffre-fort ouvert. Et tu dis, moi je suis généreuse, moi je suis généreux, moi je donne aux gens. Je te dis une chose, si tu as un coffre-fort ouvert sur pattes et que tu vas dans la rue, en France en tout cas, il y a de fortes chances que ton coffre-fort, quand tu as fait le tour du pâté de maison, il soit vide à la fin. Tout le monde s'est servi dedans. Une valeur ne tient qu'à un endroit où il y aura réciprocité. J'ai des valeurs de gentillesse et de don dans un endroit, dans une ville, ou dans un groupe d'amis, ou avec certaines personnes qui ont aussi ces valeurs-là. Si jamais maintenant, je suis face à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, ou qui viennent les détruire, je ne montrerai pas, ou je bloquerai ces valeurs. Et le pervers narcissique te mène là-dedans. Par exemple, une personne perverse va voir que tu es patiente, et va pousser ta patience jusqu'au bout. Je serai patient, j'ai cette belle valeur en moi que je maintiens, que je conserve, dont je suis fier. J'ai aussi conscience maintenant qu'on peut en abuser. Et donc, cette patience-là, si jamais en face, c'est pas respecté, si on l'utilise contre moi, si on vient me détruire grâce à de la patience, c'est stop. Je n'ai de la patience que si tu as de la patience aussi. Et ça fait de toi une personne encore plus forte d'avoir des valeurs et de savoir aussi que dans certaines circonstances, ces valeurs sont désactivées. Il n'y a aucune valeur face à quelqu'un qui n'en a pas. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, ton coffre-fort ou tes dons deviennent encore plus forts. Ce coffre-fort ne sera ouvert que chez des personnes qui seront réciproques. Si on parle de transactions financières, parce que, encore une fois, c'est le plus simple à comprendre. Et si je suis dans une situation, dans un couple où on ne me respecte pas, je ne te respecterai pas non plus. Mes valeurs s'effacent. Comme sur un tableau électrique, je les disjoncte ces valeurs. Je n'aurai aucune valeur de gentillesse, aucune valeur de patience, si je n'ai pas la preuve qu'en face de moi, j'ai exactement ces mêmes valeurs. Et si vous comprenez ça, vous aurez la plus belle vie sur Terre. Et l'enfant pervers narcissique est venu pirater cette valeur en te faisant croire que, étant enfant, tu devais donner tout ce que tu avais comme générosité, comme gentillesse et comme don sur Terre à lui, sans réfléchir. Et maintenant, je change, je suis un adulte. Si tu te comportes en face de moi comme un enfant, je me comporterai aussi comme un enfant. Stop. Il y aura un échange réciproque, adulte ou rien. Et ça s'applique dans le monde du travail, dans le monde de l'amitié, dans le monde de l'amour. Ce copain que tu appelles tout le temps, c'est toujours toi qui es en train de passer des coups de fil pour lui proposer d'aller dîner ou de se voir. Ta famille, tu as toujours l'impression que c'est toi qui appelles. Stop. On est adulte, quel que soit ton âge en face, plus vieux, plus jeune, on est adulte identique. Un enfant, c'est encore très différent. On est adulte identique. J'ai appelé 3 fois, t'as pas appelé, stop. Je mets une limite à ça. Et peut-être que la limite, c'est 3 fois. Chez moi, c'est ma règle. J'ai une règle de 3. Je t'appelle 3 fois pour dîner chez moi, et j'ai jamais été invité en face, ce sera stop. 3 fois, j'ai été patient, tu l'as pas été, je dis stop. Et maintenant, module cette règle. Peut-être que chez toi, c'est 10 fois, c'est peut-être 100 fois. Mais un chiffre raisonnable. Ça fait X fois que je montre tel type de valeur, X fois qu'en face, on me respecte pas, donc stop. Et j'ai d'autant plus de valeur, j'ai d'autant plus un coffre-fort rempli que je suis pas en train d'ouvrir en permanence. Et on se traîne tous, vous savez, ce genre de copains sur Terre qui sont toujours en train de gentiment abuser de nous. Et je donne des cas concrets, mais tu les invites à dîner, ils arrivent toujours les mains vides, ils t'invitent jamais trop à la maison, c'est toujours eux qu'il faut dépanner, c'est toujours eux qu'il faut appeler, ils t'appellent que lorsqu'il y a un problème. Chez les copains, on le voit bien parce qu'il y a moins d'affectif, il y a moins d'émotionnel, c'est peut-être plus simple à jauger. Mais demande-toi même dans ton couple aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'un des deux doit bosser plus? Alors attention, hein, on n'est pas forcé d'arriver à un système nazi où on doit être à 50-50 pile, parce que rappelez-vous qu'il y a toujours un biais, nos efforts sont toujours surpondérés par rapport aux efforts des autres. Un exemple, encore une fois, financier. Je suis désolé, je parle que de finance aujourd'hui, mais c'est tellement le plus simple à comprendre avec l'argent par rapport à plein d'autres choses. C'est un raccourci de coaching. Tu vas dans un restaurant, un copain t'invite, tu te dis ouais, il a pas dû payer trop cher. Et puis ensuite, tu vois la note, c'est autre chose en fait. Mais tu te dis par défaut, il a pas dû payer trop cher. Le jour où toi t'invites par contre, tu dis putain, c'est super cher, j'avais pas pensé que c'était aussi cher dans ce restaurant-là. Parce qu'en fait, on surpondère toujours nos efforts par rapport à ceux des autres. Tu passes l'aspirateur chez toi à la maison, ça t'a pris une demi-heure, tu râles après ton partenaire parce que en fait, t'as juste pas vu que lui a peut-être réparé les toilettes, le rideau de douche, etc. Parce qu'on n'est pas forcément conscient de tous les efforts des autres. Donc l'idée, c'est pas d'arriver à un 50-50, sachant que dans ma tête, je vais toujours plus donner. Il y a toujours ce biais où je pense que je donne plus, mais c'est d'arriver à peu près à un 40-60.
Si tu as l'impression de donner 60 par rapport à 40 de l'autre, je peux dire quelque chose, c'est que dans la réalité, tu es probablement à peu près à ex aequo. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz sous cette vidéo qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Merci à Sam Vaknin pour ce sujet que je trouvais très intéressant et on se retrouve prochainement. Vous avez aussi un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.